Est-ce qu'on n'assisterait pas à la fin de Squeezie? Derrière ce titre putaclic, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant de discuter. Il y a un petit peu plus d'un mois, Thibaut InShape a dépassé Squeezie en nombre d'abonnés. Bon, c'était prévisible. Aujourd'hui, Thibaut InShape, c'est un peu le rouleau compresseur français avec les dizaines de shorts qu'il poste par jour et la quantité gigantesque d'abonnés internationaux qu'il arrive à amasser. Ce dépassement de Squeezie, qui détenait le titre du youtubeur avec le plus d'abonnés depuis 2019, c'est un petit symbole dans un rouage un petit peu plus grand. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler de mon navigateur préféré, Opera. Ça fait pas mal de temps que je l'utilise et je peux vous le dire, il n'y a pas mieux. Pour toutes les personnes qui, comme moi, ont toujours 1000 onglets d'ouvert à la fois, le Tab Island vous permet en un clic de regrouper tous vos onglets par catégorie et hop, c'est nickel. Vous savez ce qui est nickel aussi? La qualité des vidéos que vous regardez sur le navigateur. Grâce à un truc qui s'appelle le Lucid Mode, c'est une option directement intégrée au navigateur qui améliore la qualité des vidéos que vous regardez. Et pour ceux qui préfèrent écouter de la musique, vous pouvez simplement connecter votre plateforme de streaming directement au navigateur. Ça fonctionne aussi pour les applications de messagerie, genre WhatsApp, Messenger, etc. Donc vraiment, vous êtes servi. Et si jamais il s'avère que vous êtes sur un PC portable, pas de panique, parce que le navigateur intègre directement un économiseur de batterie. Ça permet de gagner jusqu'à 1 heure d'autonomie, et tout ça avec un seul clic. Ah et oui, évidemment, le navigateur intègre un VPN et un bloqueur de pub intégré pour plus de sécurité et de confort. N'oubliez pas de le désactiver sur ma chaîne, tout ça, voilà. Alors si comme moi, vous voulez faire partie de l'élite en utilisant Opera, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur mon lien en description, et encore merci à eux de soutenir la chaîne. Il y a une semaine, j'ai sorti une vidéo sur la fin de MrBeast, dans laquelle je disais ça. Elon Musk est passé du héros au méchant. Et pour moi, je reconnais exactement ces traits-là dans MrBeast. Alors vous allez me dire, oui bon, écoute, Fuse, il y a plein de gens qui sont là depuis extrêmement longtemps, et ils sont toujours autant adulés. Et c'est totalement le cas. Par exemple, Squeezie, le mec est là depuis le début de YouTube, et tout le monde le kiffe, objectivement de façon unanime. Bon, le truc rigolo, c'est que entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je l'ai publiée, Squeezie a pris une assez grosse sauce vis-à-vis de sa prise de position sur Instagram par rapport aux élections législatives qui arrivent. Vous avez été nombreux à me le faire remarquer dans les commentaires, et à la suite de ça, pour la première fois de l'histoire de la chaîne de Squeezie, je crois, il a perdu des abonnés, moins 100 000 abonnés sur une journée. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, parce que si on regarde quelques jours plus tôt, il avait gagné 100 000 abonnés, donc en fait, il y a plus de chances qu'il ait perdu quelque chose comme 10 ou 20 000, ce qui est déjà beaucoup, et une première pour Squeezie. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo entière au sujet de ce drama, que j'ai faite, que j'ai monté, mais en fait, je me rends compte que c'était un petit peu bordélique ce que je racontais, donc je ne la posterai pas. Malheureusement, vous n'aurez pas mon avis sur la prise de position de Squeezie, et je pense que c'est mieux parce que la vidéo était un peu fouillie. Tout ça pour dire, je pense que les difficultés que Squeezie va rencontrer dans les mois à venir et dans les années à venir, c'est quelque chose qui se trame depuis un petit bout de temps, et c'est quelque chose qui a mis du temps à se construire et à mûrir. Squeezie, il a une inertie gigantesque depuis 2014-2015, et cette inertie commence petit à petit à descendre, et la trajectoire commence même à s'inverser. Attention, je suis pas en train de dire que Squeezie va disparaître, il continue à faire des vues gigantesques, il continue à être extrêmement présent et extrêmement apprécié, mais je pense qu'on assiste à la fin de ce que j'appelle les super influenceurs. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un super influenceur? Pour moi, un super influenceur, c'est un influenceur qui fait l'unanimité ou presque l'unanimité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, est presque intouchable. Alors oui, évidemment, Squeezie, il a toujours eu des détracteurs depuis toujours. Des gens qui critiquent un petit peu, des gens qui se moquent un petit peu de lui, des gens juste qui aiment pas trop ses vidéos. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Squeezie, c'est clairement pas quelqu'un qui était clivant, en tout cas pas depuis, depuis toujours en fait. Voilà, ça a toujours été quelqu'un qui est apprécié. Voilà, tu peux aimer ou pas ses vidéos, mais globalement, moi j'ai toujours eu l'impression que Squeezie avait une image plutôt positive. Je parle uniquement de YouTube parce que c'est la plateforme que je connais le mieux, mais pour moi il y a d'autres youtubeurs dans ce cas-là, par exemple Inoxtag, Michou, Amixem, Mastu, Joyka. J'en vois pas spécialement d'autres qui font vraiment l'unanimité sur la vision qu'ont les gens d'eux. Ça veut pas dire que tout le monde les regarde, ça veut dire que tout le monde les apprécie plus ou moins de loin. Et encore une fois, je mets tout le monde entre pincettes parce que forcément, sur des dizaines de millions de personnes, il y a forcément des gens qui vont pas les apprécier, mais ça reste vraiment marginal. Et pour moi, ce genre de créateurs, ils sont voués à disparaître. Je parle pas des créateurs en eux-mêmes, hein, je parle de ce genre de créateurs. Pour moi, on va arriver dans un mode de consommation des créateurs qui va être beaucoup plus petit. Ça va être des plus petites communautés, mais de gens qui sont beaucoup plus engagés. Alors, je connais pas d'autres marchés que le marché français et le marché américain, mais si on regarde le marché américain, à part MrBeast, il y a pas de super influenceurs. Chacun est dans sa petite niche, chaque créateur a sa propre communauté, qui parfois interagissent entre elles et qui parfois s'overlappent. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas de créateur où tout le monde regarde toutes ses vidéos, tout le monde voit à peu près ce que le créateur en question fait, alors que clairement Squeezie, objectivement, dès qu'il sort une vidéo, il est en trending topic, dès qu'il se passe quelque chose autour de Squeezie, il est en trending topic, enfin voilà, c'est vraiment le youtubeur numéro 1 sur tous les fronts en fait. Le truc c'est que quand on y réfléchit bien, c'est compliqué de faire l'unanimité en étant
quelqu'un d'entier en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a forcément des facettes de ta personnalité quand tu te présentes en tant que tel face au monde que certaines personnes vont pas apprécier. Ça peut être ton sens de l'humour, ça peut être tes opinions, ça peut être ta façon de faire les vidéos, ça peut être vraiment plein de choses. Là où Squeezie a été très fort pendant de nombreuses années, c'est qu'il a réussi vraiment à balancer une ligne extrêmement fine pour ne brusquer personne. Il y a bien eu quelques vidéos sur ses débuts de carrière à l'ancienne qui sont ressorties et qui l'ont mis un petit peu en difficulté, mais la vérité c'est que la majorité des gens passent au-dessus en se disant t'as une autre époque, il était jeune, il était immature, tout le monde peut faire des erreurs, et je pense que c'est plutôt bien de laisser une seconde chance à quelqu'un et de se rendre compte que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le contexte dans lequel on est aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ans par exemple. Mais j'ai envie de dire depuis 5, 6, 7 ans, je pense que Squeezie gère sa carrière de façon parfaite. En tout cas dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, si son objectif c'est de mettre d'accord tout le monde. Jusqu'à très récemment, il prenait quasiment pas position. Il essayait vraiment toujours d'avoir une opinion qui est nuancée, qui est, on va dire, d'accord avec la majorité. Enfin voilà, il essaye vraiment de balancer le truc. Pour moi, le symptôme de ça, c'était en début d'année, avec l'histoire de la pétition des influx voleurs. En gros, il y a quelques mois, il y a une loi influence qui est passée, qui stipulait par exemple que maintenant, quand il y a une OP, il faut mettre communication commerciale en haut à gauche. Il y a plein de petites lois, par exemple, il faut qu'il y ait un contrat entre la marque et le youtubeur, ce qui avant n'était pas forcément le cas. Enfin voilà, il y a plein de petites lois qui régissent le monde de l'influence, qui globalement sont pas forcément une mauvaise chose, mais pour le coup, quand la nouvelle est tombée, que voilà, il allait avoir une nouvelle loi qui allait régir les influenceurs, ça a un petit peu fait grincer des dents, que parfois les lois sont pas forcément hyper adaptées à la réalité du terrain. Enfin voilà, il y a plein de choses, et il y a une pétition qui a été créée par les grosses agences d'influence, où ils ont fait signer des centaines et des centaines de créateurs pour dire non, nous on n'est pas d'accord avec cette loi, parce que du coup ça va nous mettre des bâtons dans la roue, vous confondez les influenceurs de télé-réalité avec les vrais créateurs de contenu, ça va rendre notre travail plus difficile, etc. etc. Le truc c'est que plus les jours passaient, plus les gens en fait se rendaient compte que la loi, il y avait rien de choquant à l'intérieur. Le fait de devoir dire que quand une communication commerciale est une communication commerciale, j'ai envie de dire ça choque personne en fait, c'est même plutôt normal et plutôt sain. Le truc c'est que dans la liste des gens qui avaient signé cette pétition, il y avait Squeezie, et pour le coup ça a fait beaucoup parler. Oui, Squeezie, le multimillionnaire qui râle parce qu'il va devoir dire que il y a une communication commerciale dans sa vidéo, c'est vraiment n'importe quoi, etc. etc. Voilà, il s'en est pris plein la gueule. Globalement, si on devait prendre la température de ce que les gens pensaient de Squeezie à ce moment-là, c'était plutôt négatif. En tout cas dans la twittosphère, qui reste quand même une toute petite niche de la communauté internet. Mais là où j'ai trouvé Squeezie très fort, c'est que quelques jours plus tard, il a posté une vidéo sur TikTok qui durait plusieurs minutes, je crois une dizaine de minutes, dans laquelle il expliquait point par point ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que en fait il avait signé le truc, en fait en réalité il avait juste dit ok sans avoir lu le truc, enfin voilà, bref, il s'était très bien défendu je trouve. Me concernant, même si je fais partie des 13 fondateurs de mon agence, je la dirige plus depuis très longtemps. Ça veut dire que cette initiative de rejoindre Lumix, c'est pas la mienne. Moi, comme pour beaucoup d'autres créateurs de contenu et d'influenceurs, j'étais à ce stade même pas au courant de ce qui se passait. Et au final, les gens se sont dit ah bah ouais, non mais t'as raison Squeezie, on est avec toi frérot, trop fort. Et pour moi ça c'est symptomatique de ce que Squeezie a toujours réussi à faire pendant des années. C'est-à-dire qu'il a réussi systématiquement à désamorcer toute forme de drama, soit en s'entourant des bonnes personnes, soit en ayant les bons mots. Enfin, voilà, en vrai il a toujours été très bon, ou soit simplement en ignorant. Un autre bon exemple de sa façon de gérer les choses, c'est quand Cyprien a annoncé que lui et Squeezie ne se parlaient plus. Bon bah voilà, il a posté un petit tweet, il en a pas reparlé, il a fait quelques références, quelques blagues dans des vidéos après, mais globalement c'est passé comme une lettre à la poste. Le truc c'est que cette position, petit à petit, elle a commencé à énerver des gens. Le fait que Squeezie soit intouchable parce que trop lisse, parce que ne prenant pas position, parce que étant vraiment, on va dire, en retirant la substance de la personne qu'il y a derrière, en fait, Squeezie c'est un masque, et c'est un masque qui doit être intouchable parce qu'il y a des considérations en termes de popularité, en termes de business, en termes de plein de choses. Squeezie a beaucoup à perdre, en fait, de perdre cette image de quelqu'un de lisse. Et forcément, mécaniquement, si jamais il prend position pour quelque chose, et il y a des gens qui seront pas d'accord, qui vont le lui reprocher. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur internet, cette façade extrêmement lisse ne passe plus. Ça énerve les gens ont envie d'avoir des influenceurs qui sont plus réels, qui donnent plus de leur personne et qui sont potentiellement plus détestables entre guillemets. En tout cas détestables par une partie de la population. Objectivement, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui a raison sur tout, qui fait jamais de gaffe, qui montre jamais ses défauts. Alors évidemment des défauts de Squeezie, il y en a eu qui ont pu transparaître. Je pense par exemple à la Z-LAN d'il y a quelques années où on lui avait reproché de prendre trop de place dans le vocal parce qu'il parlait tout le temps, etc. et qu'il laissait pas les autres en placer une. C'est un truc qu'on lui a reproché, mais je veux dire, ça reste extrêmement minoritaire. Et du fait aussi de sa position de numéro 1, Squeezie, on lui a également reproché de ne pas prendre position
position pour certaines choses, notamment sur des sujets politiques et des sujets importants. Il me semble que c'était notamment la réforme des retraites. Beaucoup de gens lui avaient reproché de ne pas prendre position, et en plus c'était tombé pile au moment où il y avait eu la tribune des youtubeurs pour la loi influence. Du coup les gens lui ont dit mais frérot attends, les gens ils crèvent de faim dehors, ils auront pas leur retraite, et toi tu chouines parce que tu vas devoir mettre communication commerciale. Et là encore je trouve qu'il s'était quand même assez bien défendu en disant bon bah voilà les gars, moi j'y connais pas très bien la politique, je vais pas m'engager, discuter des trucs, surtout que dès que je dis quelque chose c'est pris dans des proportions pas possibles, je me prends dans des sauces etc, mais ça veut pas dire que je m'en fous. Je trouve il avait globalement bien répondu, mais je pense que ça c'est un traumatisme qui reste un petit peu latent en lui, et il se dit bah ouais le problème c'est que quand il y a une sauce dans le pays, si j'en parle pas les gens ils vont me tomber dessus, et si j'en parle les gens ils vont me tomber dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec son dernier post Instagram d'ailleurs. Je pense que si jamais il s'était pas pris une sauce parce qu'il avait rien dit sur la loi retraite ou parce qu'il dit rien à chaque fois sur les différents sujets, bah je pense pas qu'il aurait été autant incentivé à faire ce post Instagram qui au final lui est un petit peu retombé dessus. En fait pour moi Squeezie c'est un petit peu un géant au pied d'argile, parce que en créant cette espèce d'image de quelqu'un d'hyper lisse, de quelqu'un de hyper pas problématique, enfin voilà, en créant cette image extrêmement lisse, certes ça lui permet d'aller plus loin, comparé par exemple à un Thibaut InShape qui est objectivement beaucoup plus clivant, que ce soit sur ses positions politiques, que ce soit sur sa façon de faire les vidéos, sur le rien à foutre de ta dépression, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus clivant. Mais là où Thibaut InShape, je pense, et sera beaucoup plus périn dans le temps. Déjà, c'est parce qu'il touche une communauté internationale où les gens en ont strictement rien à foutre des vidéos qu'il fait en français. Mais c'est surtout qu'en fait, Thibaut InShape, il pratique ce qui s'appelle l'antifragilité. Alors, l'antifragilité, je crois que c'est un concept qui a été développé par un gars qui s'appelle Nassim Taleb dans un livre, où en gros, c'est comme le roseau. Si t'es un arbre et qu'il y a beaucoup de vent, tu tiens, t'es solide, mais par contre, s'il y a trop de vent, bah tu te déracines. Si t'es un roseau, il y a beaucoup de vent, bah tu plies, mais tu ne casses jamais. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'un youtubeur comme Thibaut InShape, il a fait plein de micro-dramas. Ce que j'appelle un micro-drama, c'est par exemple le Dame les gens devant Auschwitz, c'est le rien à foutre de ta dépression, c'est les TikTok un peu limite qu'il fait à droite à gauche. C'est pas des trucs qui sont catastrophiques, et c'est des choses qui normalisent un petit peu le fait de dire des dingueries, de faire des conneries, de dire un peu des conneries à droite à gauche. Tous ces micro-dramas, au final, ça va pas non plus détruire sa carrière. C'est juste, bon bah voilà, putain, Thibaut il abuse, etc. Mais au final, ça crée une espèce d'attachement à la personne, presque. Tu vois, ah putain, vraiment, il est trop bête, Thibaut, il arrête pas de faire n'importe quoi, il réfléchit pas. Mais du coup, ça crée une image de quelqu'un d'intouchable. Un autre exemple, peut-être un petit peu plus gros en politique, c'est Donald Trump. Si tu prends Donald Trump, il passe son temps, en tout cas, bon, j'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais sur la première campagne présidentielle qu'il avait fait, il disait mais que des dingueries H24, et il a quand même été élu. Comparé à par exemple un Barack Obama qui est quelqu'un qui est extrêmement lisse et qui peut pas sortir de 1 microgramme de la ligne de choses respectables à dire. Enfin, en gros, si Barack Obama avait dit 10% de ce que Trump avait dit, il était fini en fait, il aurait jamais pu être élu. Et en fait on rentre dans un nouveau paradigme où les influenceurs qui vont réussir à tenir dans la durée, c'est les influenceurs qui sont antifragiles. C'est les influenceurs qui ont pratiqué plusieurs micro-dramas qui en fait les rendent plutôt intouchables sur le long terme. Et globalement, si vous regardez un petit peu ma stratégie de comment est-ce que je vis ma vie de youtubeur, c'est un petit peu ce que je fais. Globalement, si vous regardez sur cette chaîne, systématiquement tous les mois sur le Reddit, il y a un drama autour de moi. Et plutôt que de ne rien dire et de mettre ma tête dans le sol comme une autruche, bah, je me dis autant en parler, autant donner mon point de vue. Et certes, les gens vont se dire putain mais Fuse encore, qu'est-ce que t'as fait encore là? Putain, t'as jeté un AirTag dans la scène, tu fais vraiment n'importe quoi. Plutôt que de juste rien dire et que ça build up, bah, j'essaye d'adresser les choses, d'expliquer mon point de vue, de dire ok là ça c'est vrai je suis d'accord, là par contre je suis pas d'accord, etc. Ce genre de choses. Et en fait à la fin ça normalise un petit peu le fait de pas être parfait. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour un influenceur d'avoir la possibilité de pas être parfait, parce que par définition personne n'est parfait. Quelqu'un qui fait ça très bien en Angleterre par exemple, c'est KSI, je sais jamais comment ça se dit, qui est un youtubeur boxeur machin, il fait de la chanson, il fait plein de trucs. Et lui aussi il a une série dans laquelle il regarde tous les mois son Reddit. Je crois même qu'il regarde toutes les semaines. Et systématiquement sur son Reddit il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui disent ouais bah là le truc là, le projet que t'as fait il était un petit peu moins bien, là putain là t'as un peu bâclé le truc. Et à chaque fois systématiquement il assume, il dit ouais bon bah là j'avoue, là j'ai un peu merdé, t'es pas le meilleur des projets, etc. Mais en fait à chaque fois systématiquement quand il fait des erreurs il les assume, et il a pas peur non plus de pas être lisse, de prendre position, de cliver en fait. Tout ça pour dire que Squeezie lui il a pris la direction complètement opposée. Il a pris la direction de ne pas cliver, il a pris la direction de rester lisse quoi qu'il arrive. Et pour moi ça c'est une option qui n'existera bientôt plus sur YouTube et sur les réseaux, parce que les gens en ont marre, ils ont l'impression de voir des gens fake, ils ont l'impression de voir des gens qui prennent pas de risques et de voir en fait des coquilles vides tout simplement. Et si vous regardez Squeezie, objectivement je pense que c'est l'un des plus grands stratèges de cette génération de youtubeurs, parce que il a toujours su vraiment bien s'adapter au bon moment. Là pour moi il est un petit peu en retard sur cette nouvelle méta d'être clivant, mais petit à petit il commence. Si on regarde par exemple dans sa vidéo, je crois qu'il a fait avec Eric et Ramsey sur la porte,
il adresse justement cette situation. Alors pour moi, c'est pas ça être clivant, c'est pas faire un doigt d'honneur devant la caméra. Ah tiens, tenez les gens clivants, puisqu'après même regardez, enfin si vous regardez la vidéo, quand il fait l'accent chinois, il le fait vraiment à demi-mot de façon à pas se prendre un drama. Et la vérité c'est que à sa place, je pense qu'objectivement tout le monde ferait ça. Parce que Squeezie, je pense que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que c'est extrêmement violent d'être Squeezie. Chaque mot, chaque petit truc qu'il dit va être scruté, va être critiqué, va finir entêté, et ça va pas manquer hein, d'ailleurs, rien que sur cette vidéo il a fini entêté. Même si la majorité des commentaires c'est positif, faut pas sous-estimer le fait pour un créateur de contenu et simplement pour un humain que le négatif ça impacte. Même si 99% des gens t'adulent et te kiffent, et ben s'il y a 1% qui vient qui te critique et qui te critique de façon extrêmement virulente, ça fait mal et tu fais tout pour éviter. Je pense que le fait que Squeezie soit lisse aujourd'hui, c'est un petit peu la somme de tous les dramas qu'il s'est pris avant et il s'est dit bah j'ai plus envie de m'embêter avec ça, plus envie de m'en prendre plein la gueule, maintenant j'essaye de naviguer les choses correctement. Le truc c'est que là maintenant cette position d'être lisse et de pas se prendre des dramas, et bah elle lui crée des dramas, ce qui fait que là il est obligé de se transformer en quelqu'un d'antifragile. Et pour ça, il va devoir se prendre plusieurs dramas les uns à la suite des autres, ça va piquer, ça va faire mal, et je pense que le premier qui s'est produit, c'est sa prise de position sur Instagram. C'est le premier pas vers une antifragilité. Parce qu'une fois que Squeezie se sera pris quelques backlash parce qu'il a pris position, parce qu'il a pris des risques, parce qu'il est plus lisse, il va s'en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, les gens seront habitués, et au bout d'un moment, il sera, entre guillemets, intouchable. Pour moi, c'est la façon dont il va évoluer, et pour moi, cette transition, elle va prendre du temps. Là où, par exemple, un Thibaut InShape a un petit peu d'avance, même si, objectivement, comme je l'ai dit, Thibaut InShape, il touche une audience internationale, et la vérité, c'est que quand on regarde la masse de vues format long que Thibaut InShape fait, ça n'a rien à voir avec la masse de vues que Squeezie fait, et ça n'a rien à voir avec l'influence que Squeezie peut avoir. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit sur le futur de nos plateformes? Qu'est-ce que ça dit sur le futur du contenu qu'on va regarder? Pour moi, comme je disais un petit peu avant, on rentre dans une ère de nichisation. Et en fait, les gens vont petit à petit commencer à consommer leur propre niche. Pour moi, les gros youtubeurs vont disparaître au profit de plusieurs petits et moyens youtubeurs. Et pour moi, le premium à être lisse et à pas se mettre dans des dramas, à pas se mettre dans des sauces, il va petit à petit se réduire. Les gens sont ok avec certains types de sauces. C'est-à-dire qu'un youtubeur qui cultive sa communauté pour aller dans une certaine direction, peut-être qu'il va se prendre une sauce, mais le cœur de sa communauté, il sera toujours derrière lui. Si je donne par exemple un exemple avec moi et le drama qu'il y a eu sur Palladium. En gros, il y a 2 ans, j'avais mal cut une vidéo et on avait vu que je m'étais givé des fioles sur Palladium. À partir de là, il y a 2 options. Soit les gens disent, bah putain Fuse, en vrai, t'abuses, j'arrête de regarder tes vidéos parce que bah tu triches et c'est pas bien et tu nous as menti. Ou la deuxième option que j'ai choisie, c'est de dire, bon écoutez les gars, est-ce que vous regardez mes vidéos parce que je farm comme un zinzin, ou est-ce que vous regardez les vidéos pour le storytelling entre guillemets qu'il y a derrière, pour l'histoire que ça crée? Auquel cas, en vrai, que je me give des fioles ou que je me give pas des fioles, en soi, ça change pas grand chose pour vous en termes de viewers. Et vu que, au final, ma communauté, je pense, elle suivait plus pour le contenu des vidéos que pour ce que ça représentait derrière, et bah certes, il y a des gens qui étaient pas d'accord avec moi, ce que je peux tout à fait comprendre. Certes, ça a créé un clivage entre les gens qui disent, bon, bah j'arrête de regarder les vidéos de Fuse parce que bah, ça m'intéresse pas et parce que du coup, c'est pas legit, et les gens qui continuent de regarder et qui continuent de me soutenir parce que pour eux, en fait, au final, c'est pas ça la substance qu'ils venaient regarder dans mes vidéos. C'est pas ça le truc qui les intéressait en premier lieu, c'est pas le fait que je farmais les fioles, c'est le fait que derrière, en farmant les fioles, ça permet de créer une histoire, ça permet de créer une vidéo qui est intéressante. Et pour arriver à ce stade, il faut pas avoir peur de cliver, il faut pas avoir peur que certaines personnes arrêtent de vous regarder et que certaines personnes vous aiment pas forcément. Parce que je pense que moi, il y a des gens qui m'aiment pas, des gens qui pensent que mon contenu est trop enfantin ou trop putaclic ou j'en sais rien. Mais il y a quand même aussi une grosse partie des gens qui aiment bien regarder et je pense que ça fait partie du processus que les créateurs de contenu vont devoir opérer dans les années à venir parce que ça n'intéresse plus les gens d'avoir une personnalité lisse et les gens veulent avoir des gens qui leur ressemblent en fait, des gens avec des défauts et des défauts qu'ils peuvent accepter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Squeezie? Est-ce que Squeezie va tomber? Est-ce qu'il va perdre tous ses abonnés? Est-ce qu'il va perdre la seconde place, puis la 4e place, puis est-ce qu'il va descendre? Clairement pas. Je pense qu'objectivement, comme je dis, le fait que les communautés vont se découper en plus petites parties, la vérité, c'est que bah, ça laisse l'opportunité de Squeezie de rester le plus gros youtubeur de France pendant extrêmement longtemps. Puisque vu que lui, il a déjà cette masse d'abonnés, bah, les gens vont pas tous forcément se désabonner. Je pense que même en réalité, il va y avoir de nombreuses années avant que quelqu'un d'autre arrive à le rattraper. Parce que je considère pas vraiment Thibaut InShape comme l'ayant dépassé. Parce que vu que c'est une communauté internationale, voilà, c'est pas le premier youtubeur de France. C'est le premier youtubeur français, mais c'est pas le premier youtubeur francophone. Globalement, je me comprends. Je pense que aussi Squeezie, derrière sa réputation, objectivement, elle reste encore extrêmement clean.
et la vérité c'est qu'à chaque fois que je parle avec des gens qui aiment pas Squeezie, c'est pas qu'ils aiment pas Squeezie fondamentalement, c'est juste qu'ils aiment pas le fait que Squeezie soit trop lisse et ne prenne pas position. Et pour moi justement il l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'il fait un petit peu un virage petit à petit où il va accepter de se prendre des dramas, accepter de pas forcément plaire à 100% à tout le monde, et paradoxalement en faisant ça je pense qu'il va plaire à encore plus de personnes. Donc voilà, je me fais pas trop d'inquiétude pour lui, mais je trouve ça assez intéressant de voir que même bon, c'est con parce que j'ai supprimé la vidéo où je parlais de politique, mais même en politique en fait c'est un petit peu ce qui se passe. Si tu regardes avant, les gens qui arrivaient au pouvoir c'était les gens qui étaient entre guillemets modérés, c'est-à-dire pas les gens qui sont à l'extrême des spectres. Mais plus le temps passe, plus il faut être clivant, plus il faut être extrême. Est-ce que ce serait pas aussi la conséquence des réseaux sociaux et des médias qu'on consomme qui font que, en fait, maintenant, si tu veux pas être ignoré, il faut avoir une opinion extrêmement tranchée, extrêmement extrême, et tu te mets à dos la moitié de la population, mais l'autre moitié t'écoute. Je pense qu'il y a une partie de ça. Je pense qu'aujourd'hui, faut limite choquer, il faut être extrême. Voilà, faut être extrême dans ses propos parce que sinon, les gens ne sont pas intéressés et les gens sont pas divertis et les gens sont pas happés par ce qu'on dit. Ce qui est un petit peu dommage parce que moi je suis quand même plus pour la nuance, pour essayer d'avoir de la complexité dans les choses qui sont dites et dans les choses qui sont faites. Et j'ai l'impression que souvent les choses sont un peu noir et blanc, quoi. Bref, je sais pas trop ce que vous en pensez. Vraiment je kiffe pouvoir discuter avec vous sur cette chaîne d'un petit peu tout et n'importe quoi. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.